Bonsoir. Bonsoir à tous et à tous. Merci, bienvenue parmi nous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce grand entretien exceptionnel avec monsieur Gérard Bertrand qui nous fait l'honneur de venir à la Cité du Vin. Vous êtes en compagnie de monsieur Gérard Bertrand pendant 1 heure environ. La rencontre est animée par Jérôme Baudouin qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Et donc, à l'issue de la rencontre, vous pourrez poser des questions. On fera circuler un micro-ballon parmi vous. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne aussi sur la plateforme Zoom. Vous aurez aussi la possibilité, à l'issue de la rencontre, de poser vos questions dans la partie questions-réponses de votre application. Donc, n'hésitez pas, les questions sont relayées à monsieur Bertrand. Et puis ensuite, on arrêtera le Zoom et on ira en salle de dégustation Lafayette, en salon de dégustation à l'étage, pour déguster un verre de vin rosé Clos du Temple offert par monsieur Bertrand généreusement. Donc, on aura le plaisir de poursuivre les échanges autour d'un verre de vin. Voilà. Donc, avant de laisser la parole, place à la rencontre, je voulais remercier infiniment nos mécènes sur les grands entretiens, HEA Location et Keops Technologies, qui soutiennent les grands entretiens. Et je rappelle que tous nos événements sont soutenus par des mécènes sans qui nous ne pourrions pas vous offrir ce type d'événement. Donc, nous les remercions vivement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ? Bon, on est au mois d'octobre, il fait beau, il fait chaud. On sera au mois de juillet. C'est formidable, mais en même temps, c'est triste pour la planète. Bon, ce soir, on va recevoir quelqu'un qui a l'accent du Languedoc. Et en plus, bonne nouvelle, ça fait écho à l'actualité, puisque c'est un ancien rugbyman. Donc, on va parler un peu de rugby, on va parler de vin, on va parler beaucoup du Languedoc. On va parler de grands vins, on va parler de biodynamie, de commerce aussi. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement monsieur Gérard Bertrand. Et j'ai une petite pensée pour ceux qui sont sur Zoom et qui ne peuvent pas nous suivre. L'épidémie de Covid faisant des ravages, je pense qu'il y en a certains qui sont derrière leur écran pour nous suivre à cause du Covid. Alors méfiez-vous. Bonsoir Gérard Bertrand. Bonsoir. Vous n'avez pas terminé vos vendanges et vous venez quand même nous voir. C'est formidable, oui, ça. Et comment elle se présente ? Écoutez, pas trop mal. Disons que, comme je dis souvent, c'est ma 43e vendange, puisque j'ai commencé le 48e avec mon père à l'âge de 10 ans. Donc, et officiellement, c'est ma 35 ou 36e. Et j'en ai eu 2 de faciles, parce qu'en fait, il n'y a pas de vendange facile. Sauf une fois de temps en temps, une fois tous les 10 ou 15 ans, on a un millésime où on fait ce qu'on veut. C'est la vendange du bon Dieu, ça. Voilà, exactement. Et donc, non, ça va être une très belle qualité, avec à peu près 20% de moins. À cause de la sécheresse ? Oui, à cause, pas forcément que de la sécheresse dans certains endroits, mais plutôt la forte chaleur qu'il a fait pendant 3 jours, qui a un peu rebattu les cartes. Et puis parce que nous, on a l'habitude quand même de ramasser les raisins un peu plus tard. Donc là, on va finir vendredi. Et puis, bon, entre l'est du Languedoc et l'ouest, il y a quand même 10 jours de différence. Donc, oui, quand même. En fait, il y a beaucoup de microclimats chez nous aussi. Et c'est ça. C'est une multitude de terroirs. Vous épousez une carrière de rugbyman à 18 ans, en 1983, au RC Narbonne. Donc vous allez devenir le capitaine. Et à 18 ans, est-ce que vous envisagiez d'être vigneron, sachant que votre père avait un domaine et qu'il était aussi arbitre international ? Alors, est-ce que pour vous, c'était une évidence de devenir vigneron ou pas ? Oui, en fait, comme je disais, j'ai commencé très tôt. Et avec ma sœur, à l'âge de 12-13 ans, on passait toutes les vacances dans les vignes, de 5h du matin à 13h et 6 jours par semaine, du 1er juillet au 15 août. Donc,
Je remercierai jamais autant mes parents de m'avoir préparé, parce qu'en fait, au début, honnêtement, je préférais rester avec mes copains qu'aller travailler pendant 1 mois et demi dans les vignes, surtout en plein été. Mais donc, j'ai été préparé comme ça, et puis bon, vers 17-18 ans, même un peu avant, parce que j'ai fait l'école d'agriculture à Carcassonne, donc ça me plaisait. Ma sœur, ça ne l'intéressait pas, donc... Et moi, j'ai fait le lycée agricole, et puis après, j'ai fait une UT technique commercialisation, mais les études m'ont un peu rattrapé, parce que ma seule passion, c'était le rugby à ce moment-là. Donc, je n'ai pas fait de très longues études, mais oui, quand j'ai dit à mon père que je voulais travailler avec lui, vers l'âge de 20 ans, je crois que c'était le plus beau jour de sa vie, mais il ne m'a pas forcé. Mais comme j'étais tellement préparé, au début, je l'ai fait naturellement, et puis après, comme mon père est décédé jeune, j'avais 22 ans, quand même, je me suis posé la question, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais parce que tu as été préparé pour ça? Et je me suis rendu compte que c'était vraiment au fond de moi et que c'était ce que j'avais envie de faire tous les jours. Et votre père vous a transmis, certes, la passion du vignoble, mais il vous a aussi transmis une vision de la viticulture languedocienne, de la promotion de la viticulture languedocienne, de la qualité. Il était à la pointe de la promotion des vins du Languedoc. D'ailleurs, vous le rencontrez très bien. Si un jour vous avez l'occasion, lisez le livre de Gérard Bertrand, là, Le vin à la belle étoile. Et dedans, il y a tout un passage justement sur l'apprentissage de la viticulture et du rôle du papa, qui est importante. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il vous a apporté et ce qu'il a fait, lui, Georges, avant que vous repreniez? Oui, déjà dans le contexte, notre région, c'est 24 siècles d'histoire. Les Grecs nous ont amenés. D'ailleurs, on a un cépage qui s'appelle la clairette, qui est toujours le même génome. Donc c'est un cépage qui est le même depuis 24 siècles. Donc il y a toujours eu une tradition viticole, mais il n'y avait pas une tradition d'excellence. Puisque dans les années 60, mon père, il a eu cette vision de commencer à faire de l'élevage en barrique. D'ailleurs, les premières barriques qu'on a achetées ici pendant 10 ans, c'était des barriques d'occasion qui venaient du château d'Assaut. Moi-même, je suis venu rencontrer le maître de chez à l'époque et tout. Donc, il avait commencé à élever les vins en fût. Et puis, il avait une vraie vision des terroirs, Corbière, Fitou, Minervois, etc. Et donc, il explorait. Au début, on faisait que du Carignan et du Grenache. Et puis, on a commencé à planter un peu de Syrah, du Mourvèdre. Donc, le Languedoc s'est un peu émancipé. Et après, voilà. Et donc, il avait aussi cette force de caractère, puisqu'il a créé un groupement coopératif avec son copain Yves Barsalou, qui était le patron du Crédit Agricole à l'époque. Et ils ont créé sur les fonds baptismaux ce qui était le Val d'Orbieu à l'époque, qui a été repris, etc. depuis. Et les bureaux étaient chez moi. Donc ma mère était la secrétaire et puis il y avait une personne. Donc je connais toutes les histoires parce qu'en fait j'ai vécu ça quand j'étais gosse. Donc j'ai vécu cette volonté des vignerons de cette région de s'émanciper un peu, je dirais, de ce qui faisait la force à l'époque de cette région, c'est-à-dire de faire des vins de table en mélangeant des vins du Sud avec des vins d'Algérie, du Maroc, d'Italie, etc. Et avec le négoce de Sète. Voilà. Et puis, quand Robert Scali aussi est arrivé à Sète, lui, il a apporté la dimension des vins de cépage. Voilà. Donc, des précurseurs comme mon père, comme Barsalou, et puis des gens qui avaient une vision internationale comme Scali. Robert Scali, ont fait du Languedoc ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui se plaignent chez nous, mais il n'y a pas une région qui a plus changé en 40 ans que la nôtre. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Et puis, moi, j'ai apporté après ma vision, mon savoir-faire. Mais mon père avait cette vision. Il pensait... À 20 ans, d'ailleurs, il écrivait aux vignerons, il leur disait le marketing doit être en amont de toute initiative. Il leur écrivait ça en 82. Les gens ne savaient même pas ce que ça voulait dire le marketing. Vous avez bien suivi ses préceptes. J'ai essayé de ne pas être trop en retrait. Mais même moi, quand j'ai lu ça, parce que j'ai lu ses écrits un peu après, je me dis ça c'est gonflé quand même. Parce qu'en 82, écrire ça, c'était avoir une vraie vision. Une vraie vision. Et alors, il disparaît tragiquement dans un accident de la route. Ça va être un crève-cœur pour vous parce que vous êtes en plus, vous êtes toujours au RC Narbonne, vous alternez entre le domaine et le club surtout, donc vous êtes le capitaine, et vous vous retrouvez donc à la tête du domaine de Villemajou à 22 ans et à devoir prendre les décisions avec votre mère et votre sœur, c'est ça?
Oui, bon, au-delà bien sûr du drame familial, en fait, effectivement, j'étais quand même un peu protégé, même si je travaillais, parce que ma priorité, c'était quand même de jouer en équipe première à Narbonne, puis d'être international, et puis de faire une grande carrière. Donc j'ai dû faire les deux, donc, puisque 3 jours après le décès de mon père, j'ai repris le domaine familial avec l'accord de ma famille, et puis le cabinet de courtage, parce qu'il était aussi courtier en vin. Et donc je travaillais 60 à 70 heures par semaine. Je passais la journée du samedi à me reposer pour pouvoir être en forme le dimanche. Le dimanche pour jouer. Donc voilà, donc, comme le rugby n'était pas professionnel, on ne se posait même pas la question. Sauf qu'au lieu de travailler 30 ou 40 heures, j'en faisais déjà 60 ou 70. Et c'est ça. Donc ça a bien marché, mais jusqu'à l'âge de 29-30 ans, puis après, je me suis un peu épuisé, parce que forcément, mener 2 vies dans une, c'était un peu fatigant. Voilà, donc j'ai fait 17 ans à Narbonne, et puis j'ai été capitaine du Stade français pendant 1 an. C'est ça. Voilà, j'ai aidé le club à remonter avec mon copain Jean-Baptiste Lafont, qui est le Clos du Clocher à Pomerol, et donc avec qui on a aidé ce club à remonter en première division. Et puis on a rencontré un homme extraordinaire qui s'appelle Max Guazzini, qui lui aussi avait une vision, non pas pour... très marketing d'ailleurs. Plus que ça, le sens de la communication, le marketing, et puis aussi les relations humaines, puisqu'en fait, il avait inventé déjà les radios libres. Tout à fait. Et puis, il avait ce génie de relations humaines. Donc, ça m'a permis aussi, quand j'ai ouvert ce bureau à Paris, j'avais 30 ans, de gagner du temps et de comprendre un peu l'univers de la communication et voir un peu comment construire un avenir pour mon groupe, puisque jusqu'à l'âge de 30 ans, j'avais le domaine familial et un cabinet de courtage. Je me suis rendu compte que le courtage, ce n'était pas une vision à long terme pour moi. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et entre-temps, j'avais rencontré Robert Mondavi, parce que Robert Scali m'avait amené dans ses valises un jour, 15 jours en Californie. Il avait racheté Saint-Supéry. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Robert Mondavi. Et j'ai discuté avec lui pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Et il me disait, moi j'ai commencé ma carrière à 55 ans. Donc c'est extraordinaire. Parce que j'ai 58 ans, je me dis, j'en ai encore pour un moment, si Dieu me prête vie. Vous êtes en train de griller mes dernières questions. Mais non, mais par contre, c'était intéressant parce qu'il avait une vision de l'art de vivre, de faire le lien entre Tout à fait. Le vin, la gastronomie, la culture, etc. Mais je ne veux pas épuiser vos questions. Et on reste un peu sur le rugby, parce que quand on a préparé l'entretien, vous m'avez fait une réflexion qui m'avait amusé. En regardant les matchs de la Coupe du Monde, vous m'avez dit, aujourd'hui, on voit un style de jeu chirurgical. Et contrairement à l'amateurisme, en fait, de l'époque. Et pour rebondir sur cette vision chirurgicale, la précision du geste, l'importance dans le sport de haut niveau, est-ce qu'on peut le transposer dans le monde de l'entreprise, ou est-ce que vous l'avez transposé dans le monde de l'entreprise, cette exigence, cette précision à tous les niveaux pour avoir des vins d'excellence ? Oui, alors d'abord, comme je dis souvent, le rugby m'a permis d'être une version augmentée de moi-même, parce que le rugby, c'est d'abord le dépassement de soi. C'est aussi une école de la vie, puisque forcément, quand on joue au rugby, c'est de l'affrontement. C'est pas un sport très facile tous les jours. Moi, j'ai baigné dedans, puisque mes oncles, mes cousins, on joue au rugby dans la rue. Puisqu'en fait, j'habitais à Saint-André-de-Reclos dans les Corbières. À 18h, on jetait le cartable et on passait 2 heures à jouer tous les jours de la semaine. Et après, le dimanche, je jouais d'abord au club du village, et puis après, j'ai joué à Narbonne quand j'étais au collège. Donc, le rugby, chez nous, c'est pas une option. Donc c'était ça. Puis il n'y avait rien d'autre de toute façon à l'époque. Et puis mon père, il était aussi arbitre international. Il avait joué au rugby. Donc voilà. Donc j'ai fait le lien. Et qu'est-ce que ça m'a apporté, le rugby aussi ? Le rugby, ça m'a apporté l'esprit d'équipe, parce que forcément. Le souci aussi des détails. Mon père, il disait toujours, le vin, c'est 1000 et un détails. Et gagner, comme dit Guy Novès, quand vous mettez 2 paquets d'avance, ils font 800 kilos. Si vous les mettez sur une balance, si vous mettez 1 gramme d'un côté, la balance, elle va passer de l'autre côté. Donc, en fait, c'est que de la précision, c'est que de la mécanique de précision.
Et si vous avez un pilier qui avance de 2 cm, l'ailier, il aura 1 mètre pour négocier au bout de la ligne. Exactement. Voilà, donc en fait, il y a vraiment une relation, une analogie entre le rugby et le vin. Puis aussi, il y a la célébration. Parce que forcément, à l'époque, on n'était pas professionnel, donc on célébrait davantage qu'aujourd'hui. La troisième mi-temps était primordiale. Mais aujourd'hui, c'est passionnant, parce qu'en fait, pour être champion du monde, il faut faire pas beaucoup de fautes, il faut avoir un jeu en place, il faut avoir de la créativité, il faut avoir du souffle, il faut avoir un esprit d'équipe. Et donc tout ça, c'est des centaines d'heures de préparation. C'est comme quand on fait un assemblage. Un assemblage, c'est la période la plus décisive. Et donc des fois, on le fait d'un coup, mais souvent, il faut 2-3 séances pour le faire. Et un jour, on sait qu'on a trouvé l'équilibre. Et quand on a trouvé l'équilibre, on sait que c'est gagné. Voilà. Et des fois, un match qui se gagne à la dernière minute. Souvent, d'ailleurs. Voilà, donc oui, le rugby, c'est une... D'ailleurs, j'ai gagné une finale du Challenge du Manoir contre Bègle en 91. Exactement. Voilà. Et du championnat aussi en demi-finale. Mais bon, à l'époque d'ailleurs, c'est l'année où vous êtes champion de France. Donc, ils avaient tellement fait la fête que le match d'après et la finale, ils étaient un peu émoussés. Voilà. Et d'ailleurs, on parle d'esprit d'équipe dans le rugby, mais vous entretenez une relation particulière avec vos salariés. Aujourd'hui, le groupe Gérard Bertrand, ça représente combien de personnes ? 450. Pas mal, hein ? Et combien d'hectares ? Quand j'ai démarré, on était 3, donc ça a un peu changé. Eh oui. Alors, on a 1000 hectares de vignes sur 17 propriétés. Et ensuite, donc, on a des partenariats avec plusieurs centaines de vignerons ou de caves. C'est ça. Et ce lien avec vos équipes, il est très particulier. Vous avez, certains m'ont dit, et c'est un peu un gourou. Est-ce que vous avez ce sentiment-là ? Il vient, il a toujours plein d'idées, il arrive, et il faut suivre. Vous êtes inspirant, visiblement. Écoutez, je pense que tant que je suis inspirant, il faut que je reste en place. Si un jour on me dit que je ne le suis plus, il faudra que j'anticipe pour passer la même. Mais non, je pense que j'ai une certaine vision, et c'est ce que doit incarner le chef d'entreprise, c'est la vision. Mais plus le temps passe, puisque en fait, le voyage du héros, vous savez, quand vous passez de 3 personnes à 450, vous vivez différentes périodes. Parce que quand j'ai commencé, on vendait 100 000 bouteilles. Donc, parce que mon père, il avait travaillé pour un groupe coopératif, etc. Donc, j'ai démarré, je ne dirais pas de zéro, mais pas loin. Donc, il y a plusieurs étapes dans ça. Et voilà, donc, ce qui est important pour moi, c'est la vision, la stratégie, les moyens, les objectifs, d'accord, et le plan d'action. Donc, quand les gens disent j'ai un objectif, c'est bien, mais un objectif, s'il n'y a pas de vision et de stratégie, s'il n'y a pas un plan d'action précis, on ne les atteint jamais, les objectifs. Et si on ne met pas de moyens en face, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus, ouais. Donc voilà, donc les objectifs, c'est à la fin que ça vient. Parce que les gens disent Gérard Bertrand, ça marche bien, c'est vrai, mais pendant 25 ans, je n'ai pas gagné d'argent. Ça a pris du temps. Donc heureusement que j'ai eu les banques qui m'ont soutenu et que justement, j'ai gardé une vision claire de ce que je voulais faire. Voilà, je voulais rivaliser avec les meilleurs. Donc, je ne disais pas que je voulais être le meilleur, je disais que je voulais rivaliser avec les meilleurs. Et c'était un challenge parce que quand j'ai commencé, heureusement que j'étais un ancien rugbyman, parce que les gens me recevaient, parce qu'ils disaient ah, tiens, tu as joué au rugby, surtout en France, on va te filer un coup de main. Ça commençait comme ça. Parce que je vendais du Corbière à l'époque consommateur à 10 francs et le marché était à 3 francs 50 ou 4 francs. Ça, c'est la réalité. Oui. Donc j'ai passé mon temps à dire non, parce qu'on m'a dit pendant 20 ans que mes vins étaient trop chers. Mais j'ai gardé cette vision de dire, OK, on va installer des produits, J'ai compris, en rencontrant Robert Mondavi, que mon avenir, c'était de faire une marque éponyme, c'est-à-dire Gérard Bertrand, comme Antinori, comme Torres, des gens qui ont eu cette vision de dire, je vais lier comme le Guigal, nom ou de la personne et ou de la famille avec un territoire. Et il se trouve que comme il n'y avait pas trop de compétition non plus à ce niveau premium, j'ai pu, petit à petit, d'abord avancer vraiment sur le marché français et après me déployer petit à petit. Alors c'est ça qui est intéressant. Chez vous, dans le déploiement, on voit vos bouteilles partout. En grande distribution, en restauration. Et donc vous avez un certain nombre de commerciaux qui sillonnent la France pour toujours bien positionner les bouteilles dans vos rayons et tout ça.
Ça fait partie du détail, c'est important. Comment est-ce que vous procédez et combien vous avez de commerciaux qui tournent en France et à l'étranger? Pas assez. Donc, quand j'ai commencé, pendant les 15 ans, j'étais tout seul. Puis après, j'ai eu un directeur commercial qui faisait la France et le monde. Maintenant, on a 80 commerciaux dans le monde. Donc, Mais ça a été un long parcours, hein, parce qu'il y a encore 10 ans, j'en avais une vingtaine de commerciaux. Mais il y a eu les premiers de cordée. Et les premiers de cordée, c'est vrai que c'était à la vie à la mort au début, parce qu'en fait, on n'avait pas le choix. Moi, j'ai été le meilleur commercial de la boîte pendant longtemps, parce qu'il fallait porter le message. Et ça commençait quand on nous disait non. Et ça devenait après un jeu entre nous, parce que j'ai quand même pas mal de rugbyman qui travaillent dans le groupe, c'est vrai. Donc, ils n'ont pas peur de grand-chose. Donc, quand on leur dit non, ils posent des questions. Et il a fallu faire ça, et puis après, il a fallu faire ses preuves. Et ce qui a fait aussi la différence, quand même, je pense, c'est la qualité. D'abord, le rapport qualité-prix au début, parce qu'on avait quand même un très bon rapport qualité-prix. Et après, la qualité intrinsèque. Voilà. Donc, ça a été un long parcours. Et c'est vrai que ça a pris du temps, quoi. Et alors, il y a une chose qui est quand même assez remarquable chez vous. Là, on voit, c'est le Clos du Temple, je crois, c'est ça? Vos vignes. Vous avez réussi quelque chose qui était inenvisageable il y a encore 30 ans, et pourtant, il y en a quelques-uns. Il y a des pionniers, je pense à Aimé Guibert notamment. Vous avez cassé le plafond de verre de l'image de Languedoc vin abordable en créant des domaines. Là, on voit donc le Clos du Temple, le Clos d'Ora. C'est des vins qui sont vendus plus de 200 € la bouteille, que vous positionnez très haut de gamme. Et ça, c'est une victoire pour montrer que les terroirs du Languedoc valent ceux de Bourgogne, de Bordeaux, du Rhône. Ouais, déjà, moi, j'ai beaucoup de respect pour la tradition des vignobles français. Aujourd'hui, en particulier la Champagne, le Bourgogne, le Bordelais. C'est parfois plusieurs siècles d'histoire. Et je n'ai pas voulu me comparer avec cette histoire séculaire. Et puis, par exemple, ici, la théâtralité des châteaux de Bordeaux. Mon copain Jean-Claude Berrouet m'a beaucoup éclairé sur ce que vous avez réussi dans cette région. Par contre, j'ai regardé avec attention Vega Sicilia, Solaya, Sassicaia, tous les vins de territoire dans les autres régions viticoles, Opus One, etc. Et à peu près, la barre, elle était entre 150 et 200 € pour ces vins-là. Et forcément, je me suis dit, tiens, si tu veux créer des vins iconiques de dimension mondiale, c'est à peu près là où il faut se situer, parce que on peut rentrer dans cette rivalité, et aussi parce que dans la commercialisation de ces vins, ils n'ont pas un système unique que celui de Bordeaux, de la place de Bordeaux, etc. Donc, ils sont surtout commercialisés par des sociétés commerciales qui ont différentes gammes, différents niveaux, et qui ont hiérarchisé et segmenté leur gamme. Et donc, c'est plutôt ces modèles-là qui m'ont un peu inspiré. Et puis après, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne vende pas des vins à ce prix-là en Languedoc comme il se fait ailleurs. Et puis, il fallait aussi que les gens n'achètent pas la première bouteille, mais achètent la deuxième. Donc, il fallait... Parce que lancer un vin une année, c'est facile. Mais le Clos d'Ora, maintenant, on a démarré avec le 2012. Ah, c'est le 12e millésime. 12e millésime. Le Clos d'Ora, cette année, c'est le 6e millésime. Le Clos du Temple, pardon. Et on a progressé. Donc, parce que sur le Clos du Temple, on a fait 40 000 bouteilles aujourd'hui. Donc, c'est quand même plutôt d'un succès d'estime, on est passé à un succès commercial. C'est celui qu'on va goûter ce soir, je crois. Tout à fait. Vous voyez les images là, donc si vous êtes inspiré, c'est bien. Mais vous voyez, c'est des vieilles vignes. Donc, en fait, ce qui me guide dans mon métier, parce que des fois, les gens ils disent « Ouais, Gérard Bertrand, il ne va pas dans les vignes, il en a trop. » J'ai dit « C'est vrai, j'y vais pas une fois dans chaque parcelle avec mes équipes, j'y vais 3 fois. » Parce qu'on fait 20 km par jour pendant 1 mois et demi. Ça, c'est la réalité. Donc, parce que c'est passionnant. Et puis, parce que millésime, il vous parle, et il vous parle quand vous allez dans les vignes, pendant les vendanges. Parce que c'est là que ça se passe. Parce qu'après, quand on assemble, quand on s'est imprégné de la mémoire du millésime, c'est plus facile. Et quand on voit c'est un trésor. Vous voyez, ces vieilles vignes, il y a un sanctuaire, c'est des vignes qui ont plus de 80 ans, avec 5 cépages. Ça m'a pris 3 minutes pour comprendre que c'est là que je voulais faire ce rosé-là. Parce qu'il y avait l'histoire aussi, c'est-à-dire que le roi Louis XIV, il aimait les vins de Cabrières, qu'on appelait les vins d'une nuit,
c'est le seul terroir en Languedoc où les cinceaux vieillissent exceptionnellement bien. Donc, et puis surtout, on le voit là, il y a des calcaires et des schistes. Donc, les calcaires, ils apportent la minéralité, la fraîcheur, et le schiste, la texture et la complexité. Donc, en partant de là, après, on peut créer un univers. On peut dire, oui, effectivement, la bouteille, le truc, mais les gens le boivent, le vin. S'il ne tient pas la route, ça ne va pas durer. C'est ça. Donc, d'abord, en amont, il y a une réflexion sur le terroir. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas changer quand on va acheter un vignoble, c'est le terroir. On peut changer la cave, les cépages, éventuellement le personnel s'ils ne font pas du bon boulot, mais on ne peut pas changer le terroir. Ça, c'est juste. Là, on a racheté dernièrement un domaine à Cahors. J'ai visité une vingtaine de domaines. Et puis, je n'avais pas de coup de cœur. Et l'agent de la SAFER me dit, j'ai un petit domaine là, mais je ne vous le montre pas parce que c'est trop petit pour vous. J'ai dit, si, on y va. Et je suis arrivé là-bas et j'ai été charmé par le paysage, le terroir, la diversité et tout. Donc, je fonctionne au coup de cœur quand j'achète un domaine. Quand on me dit, est-ce que tu vas acheter un domaine, je dis non. Mais peut-être que demain, on va me proposer quelque chose et que ça va me plaire parce que c'est raconter une nouvelle histoire. Et la force de notre région, c'est qu'il y a, entre les vins doux et les vins, il y a une cinquantaine d'appellations. Et que, des fois, on dit, quand il pleut à Perpignan, il fait beau à Montpellier. Donc, on a une diversité de terroirs, de climats, de cépages. On a 70 cépages en Languedoc, entre les locaux et les internationaux. Donc, c'est vraiment un terrain de jeu qui nous amuse. C'est aussi ça, le but, c'est de s'amuser. Hein. Et alors, très tôt, vous êtes tourné vers la biodynamie. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous tourner vers la biodynamie? Parce que vous le faites dans les années 90, il me semble. Vous vous soignez en homéopathie. Vous êtes... donc, c'est une première réponse. Alors, Jean-Claude Berrouet, qui est vraiment un de mes meilleurs amis, un jour, je lui dis, tu sais, Jean-Claude, j'avais 23 ans à peu près, je jouais à Narbonne, et dès que je buvais un verre de vin, j'étais malade. Alors, vous imaginez, pour un vigneron, c'est une tragédie, quoi. Et pour un Français, c'est pire. Donc, j'ai vu 2-3 médecins, et puis personne n'arrivait à me régler mon problème. Et Jean-Claude me dit, tiens, il y a un homéopathe au Mans, tu devrais aller le voir, parce que je le connais, et puis c'est vraiment un homme remarquable. Et voilà, et comme pour moi la parole de Jean-Claude c'est sacré, je vais le voir. Et alors il me voit et il m'explique pourquoi j'avais des problèmes hépatiques, il m'explique que ça remontait à mon grand-père et tout, alors qu'il ne connaissait pas ma famille, le gars. Donc, et c'est vrai, mon grand-père est mort d'une cirrhose du foie, et mon père étant le dernier de 9, c'est celui qui a été le plus impacté par cette fragilité hépatique, qui m'a retransmis dans les gènes. Mais il m'a dit, dans 6 mois, vous serez guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai compris que l'homéopathie, en tous les cas, moi je me soigne comme ça depuis 35 ans. Je suis en forme. Ça se voit. Ouais, et je fais que ça. Je n'ai pas d'autre médecine. Donc, quand j'ai lu le livre de Steiner, presque par accident, je ne sais plus qui c'est qui m'a donné ce bouquin à lire. Là, je me suis dit, ouf, le gars, il vole haut. Parce que quand j'ai fini de lire le bouquin la première fois, je ne vais pas vous surprendre, je n'avais pas compris grand-chose. Et je l'ai relu 2 fois, la 3e fois, et puis j'ai demandé à mon directeur des domaines, Richard Plana, j'ai dit, tiens, on devrait expérimenter, parce que j'ai compris que la biodynamie, c'était l'homéopathie par les plantes pour les plantes. Tout à fait. C'est ça, d'accord? Et les systèmes de dilution, la dynamisation, c'est pareil. D'accord? Donc, on a expérimenté à Sigalus, un de nos domaines, on a pris la parcelle la plus ancienne, 4 hectares de merlot, on l'a coupé en 2, on a fait 2 hectares en biodynamie, 2 hectares qu'on a gardés en conventionnel. Et au bout de 2 ans, on a déjà vu la différence. Et après, bien sûr, on a bossé comme des dingues, parce qu'on a fait toutes les bêtises à faire, on les a fait. Parce qu'en fait, Steiner, il n'a rien écrit sur la viticulture. Rien du tout. Il a écrit sur l'agriculture. Oui. Donc, j'ai écouté les discours assez inspirants de Nicolas Joly. On a pris des consultants qui nous ont aidés. Et puis après, on a fait notre propre partition. Et on a bien réfléchi. Mais on a gardé tous les principes. Mais ensuite, bien sûr, on l'a adapté aussi au sud, au soleil, etc. Donc les principes avec la force des planètes et de la Lune, ça reste les mêmes. Sauf que, par exemple, la 501, la silice, il y a des moments, il faut en mettre moins qu'à Bordeaux ou qu'en Bourgogne, par rapport au climat, etc. Donc tout ce travail, ce savoir-faire, on l'a développé.
Et aujourd'hui, on a 120 personnes qui sont des adeptes dans le groupe de la biodynamie, puisqu'on a vulgarisé un peu les principes, les pratiques, et on a des personnes qui continuent toujours à voyager, à regarder, à s'inspirer et à essayer toujours de s'améliorer. Mais comme je dis souvent, si ça ne marchait pas, ou j'aurais été en dépôt de bilan, ou j'aurais arrêté depuis un moment. Donc quand vous avez 1000 hectares en biodynamie, c'est que ça fonctionne. Et puis, je me suis rendu compte que c'était plus facile de travailler en équipe, parce que sur les différents domaines, on a des réactions différentes. On applique à 90% les mêmes principes, puis on respecte le calendrier. Par contre, on a des besoins différents entre les cépages locaux, les cépages internationaux, et aussi par rapport à toutes les problématiques qu'on voit aujourd'hui, le réchauffement climatique, les différentes maladies, etc. Et ce qui est important, c'est de renforcer le milieu. Voilà, c'est d'améliorer l'enracinement. Je me suis rendu compte rapidement qu'à Sigalus, au bout de 4 ans, on avait les acidités sur les vins blancs qui étaient passées de 3,80 pour les professionnels à entre 5 et 6. Donc on avait plus d'acidité que dans certaines régions du nord du Rhône. Donc pourquoi ? Parce que quand vous sevrez le sol de potasse, vous remontez les acidités, vous baissez les pH. Donc c'est un meilleur équilibre. Donc, et bien sûr, on a appris à travailler différemment. Nous, on n'a pas eu besoin de réduire nos rendements parce qu'ils étaient déjà faibles. D'accord ? Donc on tournait autour de 32, 35 hecto-hectares sur les rouges, 35 à 40 sur les blancs. Alors, au début, on a un peu perdu, puis on s'est rétabli. On est toujours autour de 30 hecto-hectares. Ce qui me semble être le bon rendement pour faire des grands vins quand vous avez entre 4 et 5 500 pieds par hectare. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc, sur nos propriétés, puisqu'on vise l'excellence, ça nous va très bien. Mais surtout, je me suis rendu compte que ça développait ce qu'on appelle en anglais le sense of place, le goût de quelque part. Voilà. Et que la vigne, elle réagit plutôt bien. Ah ben, c'est une bonne élève de la biodynamie. Et c'est un bon reflet du terroir, ça c'est vrai. On le retrouve à chaque fois dans les vins. Là, je l'ai retrouvé parce qu'on a une parcelle emblématique qui s'appelle La Forge, dans les Corbières, qui était le parcelle préféré de mon papa. Et on a récolté les raisins avant-hier. Et hier, en le goûtant, c'était fulgurant parce que le mou ça commençait à peine à fermenter. On avait déjà l'impression de sucer un morceau de fer. Ça s'appelle La Forge. Et en fait, on est sur des silex. Mais déjà, au tout début de la fermentation, on a ce goût. On a ce goût, c'est quand même incroyable. Alors mes équipes étaient bluffées, mais c'était incroyable. Et ça n'avait même pas 2 jours de fermentation. Donc laisser parler le terroir, c'est quand même très important. Voilà. Après, la différence, c'est que nous, il a fallu qu'on danse souvent sur la table pour avoir accès au dernier mètre et avoir accès aux clients. Mais il faut laisser parler le terroir. Et aujourd'hui, est-ce que ça vous aide sur les marchés ? Notamment à l'export. Est-ce que d'être en biodynamie, de dire mes vins sont certifiés en biodynamie, est-ce que c'est un atout commercialement ou plus du tout ? Alors moi j'ai démarré en 2002, donc la biodynamie n'avait pas bonne presse. Non. On nous prenait pour des gens qui étaient un peu ensorcelés, etc. Donc franchement, on ne l'a pas fait pour ça. Le bio, on l'avait démarré avant, dans les années 95. Donc on a été précurseur. Non, je l'ai fait par raison, je dirais, parce qu'en fait, j'ai compris très tôt avec l'homéopathie la puissance de la biodynamie. Et surtout, en fait, moi je vis à la campagne, j'habite à Sigalus, et le soir quand je rentre chez moi, je vois les étoiles. Et en fait, il y a 5 fois plus d'étoiles dans l'univers que d'êtres humains sur Terre. Donc, on est à la fois terrestre et cosmique. Quand Steiner dit ça, ça me parle. Parce qu'à la fin, soit on est angoissé toute sa vie, actuellement c'est plutôt anxiogène, la société, soit on arrive à trouver une force, je dirais une dimension spirituelle qui fait qu'on s'élève un peu et qu'on a des convictions. Moi, quand je fais de la biodynamie, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est parce que j'ai des convictions. Et puis je ne savais pas où j'allais d'ailleurs. Et après, petit à petit, c'est à la mode depuis que les sommeliers se sont appropriés la biodynamie et qu'il y a eu une chambre d'écho aussi dans la presse internationale, mais ça fait moins de 10 ans qu'on parle vraiment de la biodynamie. Il y a eu des précurseurs comme Aubert de Vilaine, comme Anne Leflèvre, donc des gens qui ont compris ça. Donc voilà, après, il faut prendre des risques parce que c'est vrai que
on a un climat plutôt docile pour la biodynamie chez nous, parce que l'avantage qu'on a, c'est que quand il pleut, le lendemain, il y a du vent. Oui. Et ça, c'est le meilleur prophylactique. Voilà. Mais en Bourgogne aussi, il y a pas mal de domaines qui sont en biodynamie. Il y en a quelques-uns en Bordeaux maintenant. Donc ça fait son chemin, parce que je pense qu'on est allé trop loin dans la standardisation, qui était nécessaire, hein, parce que l'œnologie a fait des progrès fondamentaux à la viticulture. Il n'y a plus de mauvais vins aujourd'hui. Il y a 30 ans, il y en avait beaucoup, ou 40 ans. Mais par contre, par un effet de balancier, il faut revenir à la vie des sols. C'est un peu le message qu'on voit un peu partout. Et peut-être pour certains, aller plus loin. La compréhension, comment le sol interagit avec les planètes. Parce que quand Steiner il dit que la silice qui est dans le sol interagit avec les planètes extérieures au Soleil, il faut être bien assis pour le comprendre. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas. Quand je comprends, je l'intègre. Parce que je ne me pose pas la question. Parce que je vois que ça marche, les applications qu'on fait, etc. Oui, mais l'illustration, c'est votre vin. Comment ? L'illustration, c'est votre vin. Quand vous goûtez au bout de 2 jours la forge et qu'il y a un goût de métallique, c'est que vous vous dites qu'il y a la pierre acidex, elle se révèle au bout de 2 jours de fermentation. C'est que ça fonctionne. Oui, c'est passionnant. Voilà. Donc à la fin, on est là pour révéler le potentiel d'une région et d'un terroir. Alors aujourd'hui, la viticulture traverse une crise quand même assez importante. Vous êtes actif au niveau de l'interprofession des vins du Languedoc et tout ça. Quel regard vous portez sur il y a la déconsommation, il y a la crise économique que traverse le vignoble. Alors, Bordeaux est en plein dedans, c'est dans le nœud du cyclone. Mais quel regard vous portez ? Moi, ce que je pense surtout, c'est que déjà, il y a des cycles. D'accord. Quand on voit la Bourgogne aujourd'hui, elle s'est jamais aussi bien portée. C'est l'âge d'or de la Bourgogne, d'accord. La Champagne, pareil. La Champagne, mais il y a Champagne il y a 5 ans, avant le Covid, ils avaient trop de stock et tout d'un coup, ils n'en ont pas assez, etc. Et puis il y a cette effervescence, c'est le cas de le dire. Donc moi, je fais confiance à la capacité des Bordelais de trouver des solutions. Il n'y a pas de sujet. Je dirais que ce qui a changé, c'est le Covid. Parce qu'en fait, le Covid, ça a complètement changé la digitalisation du monde déjà. Donc aujourd'hui, les gens qui n'ont pas le temps d'aller dans une boutique, ils achètent des vins premium, ils s'en achètent de plus en plus dans le monde en ligne. Ensuite, il y a une globalisation et une mondialisation du marché du vin, ce qui est une bonne chose, parce que dans les pays qui produisent, ils consomment des vins de meilleure qualité, donc on peut aussi en profiter, aux États-Unis en particulier. Tout à fait. Mais je pense que la complexité de la France, c'est qu'en Australie, il y a 5 sociétés qui font 90% du volume. D'accord ? Constellation, Treasury et quelques autres. En France, il y a 50 000 vignerons, ce qui est bien. Mais c'est à la fois une force, mais c'est aussi une faiblesse par rapport à la concentration de la distribution. Quand vous regardez le marché américain, il y a des centaines de milliers de producteurs. Vous avez 2 distributeurs qui font 70% du marché, Southern Glazer's et RNDC. Et ensuite, vous avez des centaines de milliers de clients. Mais si vous n'avez pas le bon tuyau, l'accès au marché, il est très compliqué. Il est très compliqué. Donc, pour comprendre ça, il faut aller sur le terrain, il faut se donner les moyens, et puis il faut aussi répondre aux attentes des consommateurs. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on consomme de plus en plus de vin, ce qui est une bonne chose en dehors des repas. Ce qui est une bonne chose. Mais donc on consomme plus de rosé, plus de blanc, plus de bulles et moins de rouge. Puis en plus, comme il fait chaud, au mois d'octobre, là, on n'a pas trop envie de boire des rouges puissants. Il fait encore trop chaud, on a envie de boire du rosé, du blanc. Mais surtout, les jeunes, ils boivent aussi de la bière et ils boivent surtout des cocktails. Pourquoi ? Parce que les cocktails, 98% de marge dans un cocktail. D'accord ? Donc pour un établissement, c'est pas mal. Ensuite, pour le bartender, c'est quand même plus fun que de servir un verre de rosé. Parce que ça fait le chaud. Et le problème d'un cocktail, c'est que quand vous en avez bu 2, votre soirée, elle est terminée. Parce qu'avec le sucre qu'il y a dedans, ça va directement dans le sang. Donc, quand vous buvez 2 verres de vin, vous pouvez continuer. Mais quand vous avez bu 2... Moi, je sais, si j'ai bu 2 cocktails, j'arrête de boire. C'est vrai. Parce que ça va directement dans le sang. Donc, on a affaire à cette compétition à laquelle on n'est pas préparé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis des moyens de communication et marketing. D'abord pour la filière française. Ensuite, pour créer des produits qui vont aller bien aussi pour les bars,
qui vont permettre à tout ce milieu-là de faire des marges. Quand vous regardez par exemple la tequila aux États-Unis, on dirait qu'il en pleut tous les jours. Ils sont en rupture de stock, les gars, ils vendent par allocation. C'est quand même incroyable, la tequila. Et les femmes aux États-Unis boivent de la tequila, alors que c'est beaucoup plus fort que de boire un verre de vin. Mais la puissance marketing fait que, quand vous voyez la puissance aujourd'hui, le développement des spiritueux dans le monde, c'est prodigieux. Et nous, la filière vin, on est resté très traditionnel. Voilà. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre quels sont les vins de mémoire, les vins de célébration, et ensuite les vins de tous les jours. Parce que 90% des vins, c'est les vins de tous les jours. Et ces vins-là, déjà, il faut arrêter de faire des vins à 15 degrés, parce que les gens, ils en boivent moins. Et ensuite, il faut aussi voir comment, sans perdre son âme, comment on fait pour répondre aussi à cette catégorie de gens qui veulent boire différemment. Alors, soit c'est parce que c'est du bio, soit parce que c'est des vins nature ou des vins sans sulfite. Regardez le succès quand même de cette catégorie. Vous avez une cuvée Naturae qui est oui, sans sulfite. On est leader mondial. Donc, mais on le fait depuis 2011. On n'a pas attendu les 3 dernières années. Et on a fait plusieurs millions de bouteilles. Mais on a aussi anticipé les tendances. Là, on a lancé des vins oranges, par exemple. C'est encore une niche toute petite. Mais il faut se réinventer. Il faut arriver. Pourquoi les vins oranges? D'abord parce qu'un jour, j'ai dit à mes équipes, tiens, goûtons tous les vins oranges qui sont dans le monde. On en a goûté une centaine. Là, je me suis dit, il y a vraiment une fenêtre de tir, parce qu'il y en avait 70 qui étaient imbuvables. C'est vrai. Il y en avait 20 qui étaient corrects, il y en avait 10 qui étaient bons. Il n'y en a aucun qui m'ait fait rêver. Donc, on s'est dit quand même, on va essayer. On n'a pas dit qu'on allait réussir, on va essayer. Voilà. Et puis, on a compris 2 choses. D'abord, qu'il fallait réduire la durée de vinification pour extraire moins de tanins, pour passer des tanins à la structure, et ensuite pour passer d'une grande amertume, qui est un combat, qui est un ennemi du vin, à une légère amertume qui peut être intéressante. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les vins oranges? Alors, moi je vais vous dire, la réponse elle est simple, c'est que à la maison, vous avez un plateau de fromage. Là, ça commence les emmerdes. Parce que si vous avez du chèvre, du camembert, du roquefort, on fait quoi avec le vin? Le chèvre, il faut du blanc, le camembert, il faut du rouge, et le roquefort, il faut un sauterne ou un vin doux naturel. Mais si vous prenez un vin orange, ça marche avec tout le spectre des fromages. Donc, on a dit, tiens, on va associer le vin orange au fromage. Oui, parce que c'est compliqué. Et tout le monde aime le fromage dans le monde. Ça, c'est sûr. Et à la maison, on mange du fromage. Et quand on reçoit des gens, il y a quand même encore souvent des plateaux de fromage. Mais c'est vrai qu'on est embêté avec le fromage. C'est vrai. Donc voilà, donc il faut aussi avoir quelques idées. Et puis je pense aussi qu'il faut que les interprofessions, d'une manière générale, nous on n'est pas les mieux placés, hein, parce qu'on est en crise un peu en Languedoc en ce moment, mais il faut qu'ils arrivent à mettre plus de moyens pour... Le plus bel exemple aujourd'hui d'Interpro, c'est la Provence. La Provence, ils ont fait un travail consistant. Parti pris, le rosé, très bien, mais consistant, avec des budgets qui ont augmenté, une classification, une hiérarchisation, des marques. C'est un bon business model de ce qui marche. Et en plus, c'était une tendance. Mais ils font du rosé depuis toujours. La Champagne aussi, mais c'est pour d'autres raisons. Voilà, donc il faut que dans chaque région, on arrive à trouver des équilibres. Et aussi produire ce qu'on sait vendre. Parce que ça aussi, c'est important. Là, vous êtes sorti de votre région pour venir à Cahors, dans le sud-ouest. On est en Occitanie, quand même. Ouais, vous êtes en Occitanie. Mais est-ce que vous vous intéressez à Bordeaux? Est-ce que vous envisagez d'investir à Bordeaux ou pas? Je veux finir l'entretien tranquillement. Non, franchement, non. Je pense que c'est comme quand on me dit tu vas pas dans les côtes du Rhône. Je dis non, attends, il y a Guigal, il y a Guigal, Chapoutier, Jaboulet, Delas, etc. À Bordeaux, il y a quand même une tradition familiale bien implantée. Il y a les grands crus classés. J'ai pas une grande valeur ajoutée à venir à Bordeaux. Donc, mon terrain de jeu, il est grand. Voilà, peut-être. Et pourquoi Cahors, alors? Cahors, parce que, d'abord, c'est en Occitanie, c'est vrai, mais
parce que le Malbec, c'est un cépage qui me fascine, parce que je pense qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'on peut faire. Voilà. Et que je pense aussi que cette arête un peu acide qu'on peut retrouver, tout à fait, on peut la dépasser. Voilà. Et ça, c'est mon challenge. Et on a quelques idées là-dessus. Mais on a expérimenté, puisqu'on a fait notre première récolte l'an dernier. Et on a eu la chance du débutant, parce que 2022, c'était un millésime exceptionnel. Donc en fait, je ne veux pas faire du Malbec, je veux faire du Cahors. Et quand je vais dans le Lot, c'est exceptionnel, c'est beau. Je me pince tellement c'est beau. Et Cahors, c'est une ville magnifique. Donc, et je pense qu'il y a une histoire à raconter aussi, c'est toujours pareil avec la truffe, avec la gastronomie, etc. Mais surtout, là où on a un terroir sidérolithique à base de fer. L'ancien propriétaire, il était en bio, donc le passage en biodynamie nous a pris 1 an, dont toutes les conditions étaient réunies. Et puis, bon, c'est vrai que le Malbec, il a quand même pris de la place dans le monde. Donc, il y en avait beaucoup à Bordeaux à l'époque, il y en a beaucoup moins. Mais c'est un cépage intéressant. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, c'est intéressant parce qu'on a droit à 30% de merlot à Cahors. Et comme il y avait un peu de merlot, je me suis dit, il n'y en avait que 10% dans le domaine. Et donc j'ai dit, moi je pense qu'on va monter rapidement à 30%, parce que j'adore le merlot. Et surtout à Pomerol. Et je me suis rendu compte que... C'est l'influence Berrouet, ça. Non, oui, mais je me suis rendu compte surtout qu'il n'arrive jamais à mûrir à Cahors. Donc en fait, les idées préconçues, ça ne marche pas souvent. Donc on ne va pas mettre davantage. Raison de plus, si vous aimez le merlot, raison de plus pour venir à Pomerol. Non, franchement, l'hectare de vigne à Pomerol, il est quand même un peu cher. Hein. Mais est-ce qu'il y a des vins qui vous inspirent ? Oui, vous avez donné des marques, vous avez parlé de Mondavi, vous avez parlé de Sassicaia, mais est-ce qu'il y a des vins qui vous ont fait vous dire ça j'aimerais bien le faire, ou ça me fait rêver? Alors, d'abord, mon expert comptable, qui est décédé il y a quelques années, était bourguignon. C'était aussi l'expert comptable de la Romanée-Conti, de Fèveley, de Boissé, etc. C'était un peu le dénominateur commun. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer toutes Anne-Claude Leflèvre, etc. Alors, j'ai une fascination pour le Pinot noir parce que il est à la fois yin et yang et il est mâle et femelle en même temps. C'est-à-dire, c'est une main de fer dans un gant de velours, le Pinot. Et c'est extraordinaire parce que j'ai tout goûté avec le Pinot, le pire et surtout le meilleur. Donc, bien sûr, c'est facile de vous dire que la Romanée-Conti, ça me plaît, mais ce qui me plaît, parce que je suis souvent allé déguster chez Aubert, et qu'il m'a raconté un jour, parce qu'on a fait une verticale jusqu'en 42. Donc, il a ouvert mon année de naissance, 65, en me disant qu'il ne le savait pas, il n'avait pas fait exprès. Et surtout, il a ouvert le millésime 42. Et alors, c'était pas le plus grand millésime 42, par contre, c'était un vin qui était le millésime des femmes. Parce que les hommes étaient à la guerre. Et j'ai goûté ce vin et j'ai ressenti à la fois la souffrance et la volonté de rester vivant. C'était il y a 10 ans, le vin avait déjà 60 ans. Et là, ça m'a fait comprendre qu'au-delà, quand j'ai fait la pyramide d'essence dans mon bouquin, là, au-delà du plaisir, du goût, de l'émotion, il y a une autre dimension. Donc voilà, et quand on arrive à ces vins de mémoire, ces vins de méditation, c'est extraordinaire. Et les vieux vins, j'ai eu la chance aussi de goûter côte à côte un jour la Tour 61 et la Romanée-Conti 61. C'est les deux plus grands millésimes, c'est les deux plus grands vins qu'il y ait jamais eu peut-être sur Terre. 61, extraordinaire. Donc, quand on revient un peu à cette période-là, tout était bio. Il n'y avait pas de produits systémiques. Rien. Il y avait du cuivre, il y avait du soufre. Donc, c'est des vins qui ont résisté au temps. Donc voilà, donc la Bourgogne. Donc, bien sûr, j'aime beaucoup le vin de mon copain Jean-Baptiste Lafont, le Clos du Clocher. Mais j'en aime plein de Bordeaux. Donc, vous avez une pléthore de grands vins ici. Donc, j'aime bien aussi le pape Clément Blanc, surtout quand il a 5 à 10 ans. Quand il a digéré le bois, je trouve qu'il est excellent. Dans les vins étrangers, j'aime bien. Alors, il y a plusieurs cycles dans Vega Sicilia parce qu'ils ont changé plusieurs fois de vinificateur.
Mais les vins des années 70, 80, c'est très intéressant. Oui. Voilà. Après, il y a eu une période où c'est un peu plus boisé, mais les vins qui ont 40 ans là, quand on parce en qu'il n'y avait pas trouve... encore cette espèce d'onologie interventionniste où on voulait absolument avoir du bois pour avoir du bois. Voilà, donc j'aime beaucoup ça. J'aime le vieux château Saint-André de mon copain de Jean-Claude. Jean-Claude, oui. Ensuite, j'aime beaucoup les vins grecs. D'accord. Ah oui. Alors, si un endroit où j'aimerais acheter un vignoble, ça fait 20 ans que j'essaie, j'y suis pas arrivé. Donc, je vous décourage pas, mais c'est compliqué. Parce que je veux pas avoir un grand vignoble là-bas, mais j'aimerais faire du rouge là-bas, pas du blanc. Parce que le blanc, c'est la Sirtico. L'histoire, elle est déjà écrite. Mais je crois que le meilleur vin rouge de Grèce, il reste à écrire, il reste à faire. Mais c'est très compliqué. Parce qu'il y a plein de cépages. Oui. Par exemple, si vous prenez le Zino Mavro et l'Argetico, ils ne se marient pas du tout ensemble. C'est impossible. D'accord. Donc, il faut trouver une expression du terroir, l'adéquation avec un cépage ou deux, avec le terroir. Mais il y a des vins grecs qui sont maintenant remarquables. Et en même temps, c'est l'histoire. Au Liban, il y a des vins qui sont remarquables aussi. Donc, en général, les vins de la Méditerranée, forcément, ça me plaît davantage parce que c'est peut-être aussi plus mon goût. En Italie, aussi, voilà, j'aime bien les Nebbiolo de chez Gaïa. Oui. Bon, à la fin, quand on me dit « ouais, tu as des goûts de luxe », mais j'ai dit « j'ai le choix et je connais un peu ». Donc, effectivement, il y a des vins que j'évite. Voilà. Mais on a la chance aujourd'hui, c'est qu'on vit aussi quand même l'âge d'or de la viticulture, parce qu'il n'y a jamais aussi autant de bons vins dans le monde. Mais c'est ça, faites-vous plaisir, hein, franchement. Il y a de très très belles choses, à tous les prix en plus. Oui, à tous les prix, c'est vrai. Parce que les découvertes, les pépites, à 20-30 euros, on peut avoir des vins formidables. Exactement. Voilà, donc ça veut dire que la compétition est rude. Pour revenir à la question du départ. Tout à fait. Mais justement, la compétition, j'ai une dernière question. Quelle énergie vous pousse encore comme ça à continuer à imaginer le vin de demain? Alors d'abord, j'essaie de faire les vins d'aujourd'hui. Parce que les vins de demain, ils n'existent pas. Quand je dis ça, c'est que, en toute modestie, on a quand même aujourd'hui un peu de reconnaissance internationale sur ce qu'on a fait. Par contre, les vins de demain, alors, il y a deux façons de voir. D'abord, sur les terroirs. Quand je vais à Cahors, je ne vais pas faire du Cahors simplement. J'y vais parce qu'il y a le terroir sur lequel j'ai eu un coup de cœur, où je me dis, on peut faire un très grand vin à Cahors, nous, et en essayant de goûter tout ce qui se fait, en discutant avec les gens qui font déjà très bon, et en essayant d'apporter notre touche personnelle. Et après, je dirais qu'il y a les vins de marque. Parce qu'en fait, c'est aussi excitant de faire des vins de tous les jours que des vins de célébration. Parce que c'est plus compliqué, d'ailleurs. Ah oui, il faut avoir la constance. C'est plus compliqué. Donc, voilà, donc on a lancé de manière importante des vins sans sulfite. Et puis là, on travaille sur les vins oranges. On a lancé le bio il y a 25 ans. Donc, on est en train... Moi, je pense qu'il y a différentes opportunités qui vont Ce que je disais, c'est que je pense qu'il y aura des sujets à faire, par exemple, sur la désalcoolisation. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est une connerie, excusez-moi l'expression. Parce qu'en fait, il faut ramasser des raisins mûrs. Mais sur des vins de tous les jours, si au lieu de faire 14,5, ils font 12,5, on va pouvoir avoir un équilibre. Bien sûr. D'accord. Moi, pendant 20 ans, j'ai fait des vins à 12,5 en Languedoc. Maintenant, j'en fais plus. Parce qu'à 12,5, je suis le 14 juillet, quoi. Donc, c'est plus possible. Donc, il faut un peu aussi arriver à faire évoluer l'INAO. C'est pour ça que la catégorie aussi des vins de France, c'est une catégorie de respiration. Inspirante, ouais, créative. Elle est pas mal, oui. Au début, les gens ont décrié, mais ça permet à la filière française un peu de s'émanciper un peu de s'émanciper et de se décongestionner. Ben, merci infiniment, Gérard. C'était un plaisir de vous avoir. On va continuer parce qu'il y a des questions. J'en suis persuadé que les questions vont être nombreuses. Donc n'hésitez pas à lever le bras et je pense qu'il va y en avoir même sur Zoom. Si j'ai la tablette. Où est-ce qu'elle est la tablette? Elle arrive. Donc vous allez avoir un micro carré en mousse
qui pourrait ressembler à un ballon de rugby. Et d'ailleurs, le but, c'est de se le passer, de se faire des passes. Donc là, je vois qu'il y a une jeune femme qui a une question à poser. Au milieu, là. Loïc, voilà. Alors, et il faut parler dans le truc noir. Voilà, il faut bien parler proche, et après, vous faites une passe à la personne suivante pour les questions. Si vous ne pensez pas atteindre la cible, vous pouvez faire des sauts de puce, vous n'en faites pas. Vous êtes prête ? Ça s'appelle une pizza, ça. Merci. Bonjour, monsieur Bertrand. Je suis étudiante à l'INSEC en alternance chez un négociant et j'étudie le marketing du vin notamment. Ma question est la suivante. Votre marque, vos vins, sont largement associés à votre personne. Est-ce que ne serait-ce pas un petit peu dangereux d'avoir fait cela ? Anticipez-vous ce qu'il adviendra de votre marque et de vos vins, désolé de le dire, mais une fois que vous ne serez plus là. C'est optimiste. Ça viendra. Pensez-vous que vos vins et votre vision aura toujours un impact auprès des consommateurs après Non, c'est une bonne question parce que effectivement, vous savez, déjà, je vais vous faire d'abord répondre. Mon avis, ça a été vendu à Constellation il y a quelques années et ils en vendent encore beaucoup. C'est vrai. Et après, comme je dis souvent en plaisantant, je dis Jack Daniel, ça fait longtemps qu'il est mort. D'accord ? Donc, en fait, il y a peut-être 0,0001% des gens qui me connaissent, qui boivent mon vin, ou qui m'ont déjà vu quelque part, même s'il y avait les réseaux sociaux, tout ça, ça se développe. Donc, c'est pas un sujet. Et puis après, dans la transmission, je dirais... Vous savez, la transmission, c'est quand vous avez 450 personnes, vous ne pensez pas que à vos enfants. Moi, ma fille travaille avec moi, elle fait ses classes. Si elle en a envie et si elle en a la compétence, elle sera amenée à prendre plus de responsabilités. Mon fils, pour le moment, il fait des études. Et donc, un jour, j'aurai un choix à faire, en savoir est-ce que je continue avec mes enfants parce qu'ils en ont la capacité, ou est-ce que je transmets, etc. Donc, c'est des questions qui sont toujours dans la tête des gens. Mais c'est plus facile aujourd'hui, quand on a 450 et un groupe structuré, qu'il y a 10 ou 15 ans où le groupe était en construction. Voilà. Après, vous savez, le parcours d'une marque, surtout si vous êtes étudiante en marketing, ça évolue. Il y a le prénom, il y a le patronyme, il y a différentes déclinaisons possibles et imaginables. Pour ceux qui savent faire du branding, comme on dit. Donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Nul n'est irremplaçable. Merci. Une autre question ? Ah bah dites donc, vous êtes timide ce soir. Allez, n'hésitez pas. Eh bien, en fait, ils ont hâte de boire le rosé, en fait, c'est ça le truc. Ah, monsieur. Oui, on m'entend. Oui, c'est bon. Que répondez-vous, M. Bertrand, à ceux qui dénigrent la biodynamie et qui s'en prennent aux thèses de Rudolf Steiner, justement ? Vous savez, la critique est aisée, mais l'art est difficile, comme on dit. Donc, en fait, vous savez, souvent, les gens mélangent un peu la biodynamie avec l'anthroposophie, avec différents sujets. Steiner, c'était un homme qui avait son esprit, qui allait dans différentes directions. En ce qui me concerne, moi, c'est la biodynamie. Donc, la biodynamie, c'est une pratique culturelle. Ce que j'ai dit tout à l'heure, si certains ne veulent pas comprendre que l'influence de la Lune, d'ailleurs, qui a été faite par Mariatum et pas par Steiner, qui a été révélé le calendrier lunaire par Mariatum, et les planètes, si les gens ne veulent pas comprendre que ça fonctionne, c'est leur libre arbitre, ils ont le droit de critiquer. Je ne sais plus quel philosophe russe il disait que la vraie connaissance, c'est le lien entre les religions, la philosophie, l'art et les sciences. La science, c'est fondamental, mais tout ne peut pas être que science. Donc, quand on arrive à avoir cette équation entre tout, ça fonctionne.
Voilà, les gens ont le droit de critiquer, mais la réponse, elle se fait in vino veritas, elle se fait dans le verre. Voilà. Après, je pense que il y a d'un qui mélangent tout, mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a un travail pédagogique qui a été fait par la Revue des vins de France, par d'autres revues internationales, le Wine Spectator, etc., qui plébiscitent dans le monde entier des vins où on respecte le terroir et aussi des vins qui sont faits en biodynamie. Donc voilà, et puis bon, vous savez, moi j'ai les épaules assez larges, je peux tout entendre, ça ne me dérange pas. Une autre question. Ah, Sylvie, tiens. Ah, faites attention, parce que c'est la présidente qui pose des questions. Attention, donc... Alors vas-y, Sylvie. Merci. J'ai une question par rapport à vos marchés et votre organisation. Vous avez 80 commerciaux, ils vont partout, vous avez des marchés choisis. Bon, aux États-Unis, vous en avez parlé et on le sait, et vous êtes très très présent. Que vous pensez-vous des autres marchés? D'abord la Chine, enfin l'Est, la Chine, et puis est-ce que c'est partout dans les îles, en Australie, etc., ou est-ce que vous avez des marchés particuliers sur lesquels vous focalisez? Alors nous, on commercialise du vin dans 175 pays. D'accord ? Quand j'ai démarré, on était dans 3. Donc, chaque fois qu'on n'a pas un drapeau planté, c'est un petit challenge de le faire. En fait, le top 10 des marchés fait 80% de notre chiffre d'affaires. C'est toujours la même histoire. Après, je pense que ce qui est important dans le business model d'une entreprise, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises de taille qui sont liées à une propriété, ou 2 ou 3, d'autres qui font un peu de la propriété et, comme ils ont passé de vin, ils font un peu de négoce. Ensuite, il y a des entreprises de taille intermédiaire, entre 40 et 60 millions d'euros, où on a une approche, je dirais, via les importateurs. Et après, il y a une approche comme la nôtre, où, quand on fait quasiment 200 millions d'euros, on a une approche aussi où on va discuter avec le distributeur et avec le dernier maître, c'est-à-dire avec des forces de vente qui vont venir aussi implémenter, etc. Donc voilà, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je sais que les États-Unis, ça marche, on a 25 personnes. Moi, j'y ai passé 10 semaines par an pendant 10 ans. Donc voilà, mes enfants, ils me disaient souvent, Sigalus, c'est pas là où tu habites, c'est là où tu es supposé habiter. Donc c'est un peu vrai. Mais faire le tour du monde, il faut aimer ça. Voilà. Souvent, je disais, celui que j'ai le plus croisé dans ma carrière, qui travaillait chez Lafite, c'est Christophe Salahin. Partout où j'allais dans un aéroport, je le croisais. Donc, et on rigolait, parce qu'en fait, on n'est pas si nombreux à faire à tous les aéroports du monde. Ça, c'est vrai. Mais le plus important, c'est d'être heureux et de faire ce qu'on a envie de faire. Moi, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas eu le choix, parce que pour porter le drapeau de cette région, il y a 25-30 ans, il fallait aller faire les derniers mètres. Parce qu'il n'y avait pas les marges suffisantes pour passer par le négoce, et ensuite parce que la notoriété n'était pas là, l'image n'était pas bonne, etc. Donc c'est un travail, je dirais, de romain. Donc après, quand vous êtes pris là-dedans, vous mettez des structures en place, et quand vous avez 450 personnes, c'est comme quand vous faites du vélo, il ne faut pas s'arrêter de pédaler. Donc voilà, alors pour finir votre question, la Chine, c'est un marché, j'y vais bientôt là. Moi, j'adore la cuisine chinoise déjà. Et après, forcément qu'on a une vision erronée, parce que quand on est tranquille en Europe, qu'on regarde ce marché ou ce pays continent, on peut faire beaucoup de critiques qui peuvent être justifiées. Mais il y a 5000 ans d'histoire, quoi. Il y a la culture de Confucius, c'est un peuple solide. Il y a des racines profondes. Donc, en fait, c'est un pays qui va continuer à se développer. C'est un pays qui aime le vin, en particulier le vin rouge, et Bordeaux a fait un travail considérable en Chine. Le Covid a beaucoup stoppé la machine. Ça va redémarrer, mais entre-temps, ils produisent eux-mêmes. Donc, je pense que les opportunités, elles sont partout. Je pense qu'on est passé surtout d'un monde linéaire à un monde complexe. C'est-à-dire que, moi je le vois chez nous, il y a 5-10 ans, on pouvait faire la même présentation à tous les clients, tout le monde plongeait. Maintenant, ça c'est fini. Oui. Il faut adapter aussi
ce qu'on veut présenter en fonction des besoins des gens, aussi en fonction des réglementations, parce qu'elles deviennent complexes. Par exemple, pour avoir le Biochine, c'est un parcours du combattant. C'est 3 ans. Donc, nous, je crois qu'on a 15 labels de certification. Donc, c'est très complexe aujourd'hui. Et l'accès au marché est complexe et compliqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment savoir où sont les priorités. Et puis, il y a quand même du développement. Aujourd'hui, je parlais du online tout à l'heure. Il se vend quand même des vins premium de plus en plus en ligne. Les aéroports, les compagnies aériennes, les gens consomment quand même de plus en plus de bons vins un peu partout sur la planète. Mais le dernier mètre est plus compliqué à aller chercher. Donc, nous, on a fait le parti pris d'avoir plus d'équipes commerciales pour porter le message. Voilà. Mais ça veut dire aussi, des fois, sortir des sentiers battus, quoi. Nous, aux États-Unis, notre importateur, en 2008, il a fait faillite. Donc, je vais faire le tour de tous les importateurs américains et il n'y en a aucun qui a voulu prendre ma marque. Mais j'ai dit, puisque c'est ça, je vais monter ma propre société d'importation. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Donc, c'est une providence. C'est une bénédiction déguisée. Comme ils n'ont pas voulu ma marque, j'ai dit, je vais le faire moi-même. D'ailleurs, il y a une question sur Zoom. Comment expliquez-vous votre grand succès sur le marché américain? Est-ce que c'est lié à ça? Des rencontres, du temps passé, des analyses de marché aussi, et puis la certitude de celui qui n'a rien à perdre. Parce que quand j'ai commencé, je vendais 0 bouteilles. Aujourd'hui, on fait 700 000 caisses de 12. Donc, c'est pas trop mal. Mais on a commencé et pendant 3-4 ans, on a vraiment ramé. Et investir aussi, parce que j'ai perdu de l'argent pendant 4-5 ans. Être prêt aussi à investir. Ouais. Mais c'est le plus beau marché du monde. Premium, important, en volume, en valeur. Voilà, mais je disais tout à l'heure, il y a 2 distributeurs qui ont 60% de part de marché. Donc c'est très compliqué. Voilà, donc des voyages à vide, on en a fait, hein, je peux vous dire. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je voudrais, dans le prolongement de la question de Sylvie, poser une question complémentaire. Aujourd'hui, le volume commercialisé par votre groupe, c'est quel niveau, en bouteille ou en caisse? Pas assez. C'est secret? Non, mais c'est pas très important. Mais vous avez qu'à faire. Quand vous faites 200 millions de chiffre d'affaires, vous voyez à peu près. Petite idée. Et la question plutôt, c'est est-ce que vous signez, Gérard Bertrand, toutes les bouteilles commercialisées par votre groupe? Parce qu'on parlait de construction de marque tout à l'heure. Oui, alors la grande majorité, allez, à peu près 90%. C'est-à-dire que tous les produits qui rentrent dans le savoir-faire, dans l'expertise et autour de notre histoire, ils sont signés. Après, les gens qui achètent du Côte des Roses ou les gens qui achètent du Château Hospitalier, il y en a qui ne savent pas forcément que c'est Gérard Bertrand. Les gens, ils ont plusieurs grilles de lecture. Donc, aujourd'hui, dans la cohérence, on le fait. Mais si demain, on ne signait plus les domaines, c'est pas non plus ça ne va pas changer forcément les choses dans le court terme, en tous les cas. Aujourd'hui, l'expertise vigneronne fait que c'est un plus. Mais quand on regarde le modèle ici à Bordeaux, souvent les gens ne signent pas leur château. Il y a écrit société civile, etc. Il y en a un, il met même des clés. Oui, mais ça permet aussi d'avoir une distribution plus éclatée. Ah, tout à fait. Nous, il y a toujours des forces et faiblesses dans des business models. Nous, quand on a un distributeur aux États-Unis, on n'en a qu'un, qui est dans 50 États ou 2, mais dans chaque État, on n'en a qu'un. Quand vous ne signez pas, vous pouvez en avoir plusieurs. C'est pour ça que le plus important, c'est la cohérence, ce qu'on veut faire. Et surtout, pas se tromper là-dessus. Voilà. Et savoir aussi, comme je disais, qu'est-ce qu'on a envie, quoi. Mais là, moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut démarrer, c'est de beaucoup voyager. Moi, j'ai beaucoup voyagé et ça me permet d'avoir une grille de lecture assez fine, des 20 principaux marchés dans le monde. C'est ça. C'est-à-dire, par exemple, au Mexique, au Brésil, etc. Je sais si je dois y aller et puis je me dis, on se fixe après des objectifs parce qu'on sait qu'en fonction des contraintes, des taxes, etc., et du pouvoir d'achat, on ne va pas faire des miracles. Voilà. Donc là, il faut se contenter d'une distribution sélective
et de se dire, bon, mais on va être... Quand on regarde le Mexique, par exemple, il y a tellement de resorts sur la partie océanique et sur la partie du Pacifique qu'on pourrait se dire, c'est facile, il n'y a qu'à y aller. Ouais. Sauf que le pouvoir d'achat, c'est pas le même, et puis qu'il y a la concurrence des vins chiliens, argentins, etc., mexicains, qui font des très bons vins. Donc voilà, il n'y a pas autant de pays que ça où on peut faire du mass market. Mais par contre, la distribution sélective, elle existe partout. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est que de boire des grands vins. Hein. Mais la réalité, c'est qu'on ne boit pas des grands vins tous les jours. On boit des bons vins, c'est déjà pas mal. Je suis mal placé pour répondre. Je m'en doute. Monsieur, ok, il y en a une autre là-haut, ouais. Alors, ce sera la dernière. Je ne connais rien au vin ni au marketing, mais je voudrais savoir comment vous avez intégré dans le business plan ce qui se passe au niveau environnemental avec la production au plus près et en fait les problèmes énergétiques qu'on a, le CO2 dans l'atmosphère, et comment vous intégrez ça avec la biodynamique que vous avez mis en place. Alors, je vais vous faire 2 réponses. La première, c'est que ma conviction personnelle, c'est qu'il faut sortir de la crise d'angoisse obsessionnelle parce qu'il faudra 30 ans pour changer de modèle. D'accord ? Et la planète ne va pas s'arrêter de tourner dans les 30 prochaines années. Oui, le réchauffement climatique, il est déjà là. Donc dire qu'on va lutter contre, c'est plus possible. Par contre, bien sûr qu'il faut mettre tout en œuvre pour améliorer l'empreinte environnementale, le stockage du carbone, etc. Mais la meilleure réponse, c'est l'INRAE qui l'a donnée. Il y a 2 ans, ils ont fait une étude, ils ont comparé un sol en conventionnel, un sol en bio, un sol en biodynamie. Et ils ont calculé les liens entre les micro-organismes et les bactéries. Et c'est une étude scientifique, hein, l'INRA. C'est Ecovitisol. C'est une des plus remarquables études sur les sols qui a été faite en France. Et donc, il y a 1000 liens entre les bactéries et les micro-organismes dans un sol en conventionnel. Il y en a 1500 dans un sol en bio. Et il y en a juste 47 000 en biodynamie. Donc 47 fois plus que dans un sol conventionnel. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous augmentez le niveau de matière organique de 1% dans le sol, vous stockez 30 tonnes de carbone supplémentaire. Et les arbres, c'est bien. Mais le sol, c'est le meilleur endroit pour stocker du carbone. Et pour stocker du carbone dans le sol, il faut des sols vivants. Et des sols vivants, c'est aussi des sols humides. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le tabou sur l'eau, etc. Vous savez combien il y a de milliards de mètres cubes du Rhône qui va à la mer chaque année ? 54 milliards. Vous savez combien on en pompe ? 150 millions. Et on nous dit chez nous qu'on manque d'eau. Il faut être gonflé quand même. Donc ça veut dire que le rapport à l'eau, il va changer forcément partout. Parce que moi je dis toujours, en Californie, il y a eu des hommes, des génies, qui ont créé, il y a entre 100 ans et les 50 dernières années, l'accès à l'eau. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles qui fassent bon au mois d'octobre. Ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. Le problème, c'est l'accès à l'eau. Mais l'eau en France, on en a. Hein. Par contre, on capte moins de 1% des eaux de pluie. Par contre, dans tout ce qui est renouvelable, on est nul. Parce qu'aujourd'hui, toutes les stations d'épuration, etc., on pourrait réutiliser l'eau, vous le voyez. Donc, il y a tout ça qu'il faut repenser, et sans tabou. Voilà, parce que, vous avez vu, ils ont autorisé l'irrigation dans les côtes du Rhône Nord cette année. Qui aurait pensé que dans les Ermitages, ils allaient autoriser l'irrigation ? Donc, il y a des changements qui sont en train d'opérer. La vigne, c'est une tige. Jusqu'à 35 degrés, elle n'a besoin de rien. À 42 ou 45, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et après, bien sûr, il faudra s'adapter. Les Chiliens, ils l'ont bien compris. Ils plantent nord-sud, 17 degrés ouest. Nous, quand on plantait est-ouest, on l'a vu cette année. À l'ouest, il y a eu des raisins brûlés. Donc, il y a tout à repenser sur du temps long. C'est pour ça que j'ai dit 30 ans. Parce que la viticulture, elle ne va pas changer en 3 ans. Et puis parce que nous, nos pratiques énergétiques, vous en parliez, forcément, le jour où on aura inventé les tracteurs électriques dans la filière viticole, on pourra presque être exemplaire. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est le pétrole qu'on utilise avec les tracteurs. Aujourd'hui, on est incapable de produire l'électricité pour du tout électrique. Forcément qu'il y a des challenges. Forcément. On n'est pas prêt pour 10 ans. Le premier consommateur d'énergie, c'est celui-là. Donc, moi, je trouve qu'on a de la chance parce qu'il faut être positif. Déjà, il est trop tard pour être pessimiste. Et quand des jeunes me parlent du climat, je leur dis, attendez, il y a 100 ans, moi, ma grand-mère, elle a vécu toute sa vie, et je dirais que
quand vous regardez un peu le parcours, l'électricité est arrivée tard, les commodités aussi, etc. Donc, on vit une période de changement, mais on a tous les atouts et le génie humain pour y répondre. Donc, il faut juste se décontracter un peu. Parce que là, si vous regardez les médias aujourd'hui, certains, vous dormez plus de la nuit. Voilà, donc moi, je suis optimiste et je pense surtout que la viticulture doit être un exemple pour l'agriculture. Ça, c'est vrai. Parce qu'on a des pratiques beaucoup plus vertueuses en viticulture qu'en agriculture. Et aujourd'hui, les sols vivants, c'est devenu un vrai sujet. Aujourd'hui, moi, je pense que le désherbant aura quasiment disparu dans les 10 ans qui viennent dans les vignobles. Même avant. Même avant. Alors, il y a une dernière question, puis après, vous allez pouvoir goûter le rosé. Je sais que les sommeliers ont déjà préparé les verres et tout le service. Donc, dernière question, rapide. Bonjour monsieur, je m'appelle Juliette, je suis étudiante à l'Institut de la Vigne et du Vin à Bordeaux en master de la science et de la vigne et du vin. Et j'avais une question parce que vous avez dit vouloir aider la Grèce à écrire l'histoire du vin rouge. Et est-ce que vous avez en tête un vin pour lequel vous avez aidé à écrire l'histoire ou pour lequel vous l'avez aidé à arriver à son meilleur? Vous pouvez reformuler la question? Oui, parce que là, est-ce que selon vous, il y a un vin que vous avez aidé à arriver au meilleur de son potentiel? Comme vous voudriez le faire. L'un de vos vins. Oui, alors oui, bien sûr que chez nous, allez, on n'avait pas une feuille blanche, mais presque. Donc, je pense qu'on est allé à la quintessence de pas mal de produits, de pas mal de domaines. Et mon père, il me dit toujours 1001 détails, 1001 détails, 1001 détails. Donc, en partant des sols vivants, en ayant une agriculture biologique et biodynamique, en travaillant avec beaucoup de précision, en ramassant la maturité, en faisant un travail de vinification et d'élevage soigné. Et surtout, moi, ce qui me plaît le plus, si on me dit pourquoi tu fais ce métier, si tu dois retenir une chose, je dis l'assemblage, parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus. Voilà, Jean-Claude Verrouet, il m'a appris pas mal de choses, et puis je me suis enrichi de beaucoup de rencontres. La curiosité que j'ai rencontré Michel Roland, j'ai rencontré Kyriakos en Bourgogne, plein de gens, et chacun m'ont apporté quelque chose. Et après, je me suis fait ma propre partition. D'ailleurs, le dernier bouquin que je vais publier, que j'ai écrit là cet été, c'est sur l'assemblage, justement, parce que, en fait, il faut vraiment avoir des intuitions claires, mais surtout, c'est comme quand vous faites Djokovic qui disait que 90% des matchs, il les gagnait avant le match. Et quand on fait un assemblage, on se prépare mentalement, on essaie d'avoir aussi quelques émotions qui viennent vous guider. Et surtout, si vous avez par exemple 40 échantillons avec 5 ou 6 cépages différents, vous avez et différents volumes, vous avez des milliards de possibilités. Donc, si vous ne vous laissez pas un peu guider par votre expérience, votre force et votre intuition, ça ne marche pas. Donc oui, là, j'ai amené le Clos du Temple parce que c'était un exercice pour moi de faire un rosé de garde. D'accord ? Et un rosé de garde, ça passe par des vieilles vignes, des petits rendements, un élevage soigné en barrique. C'était un peu à contre-courant des rosés, je dirais, faciles à boire. Voilà, et c'est le terroir qui m'a apporté ça. Et puis après, si vous regardez, par exemple, dans les vins de tous les jours, vous avez le gris blanc, vous savez, qui est un rosé très pâle. Et vous avez aussi, dans les parcellaires, je disais la Forge tout à l'heure, parce que c'est un hommage à mon père. Donc, là-dessus, ce que je dis, c'est que je révèle juste le terroir, je l'accompagne. Et sur les monos, sur les parcellaires, c'est facile, parce qu'en fait, vous assemblez pas grand-chose. Voilà. Alors, il y avait une dernière question sur Zoom, alors elle va être rapide. C'est qui, pour vous, sera le vainqueur de la Coupe du Monde de rugby? Alors, moi, j'ai réservé mes places pour la finale depuis longtemps, parce que je pense qu'on va être champion du monde. Alors, je pense qu'on va avoir un match terrifique là, contre les Sud-Africains. Et je pense que cette équipe, elle est programmée pour gagner parce qu'elle a anticipé, peut-être pas tout, mais beaucoup de problématiques. On a quand même perdu Ntamak, qui avait fait une saison fantastique. Vous vous souvenez-vous de cet essai en finale. On a perdu temporairement Dupont. Et l'équipe, elle ne s'est pas déstabilisée. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on prend 4 à 5 pénalités par match, ce qui est un minimum. Donc, on en prend très peu. Et troisièmement, on a gardé la créativité, mais on a une discipline de fer, ce qui n'est pas souvent le cas des Français. Et on a une capacité athlétique. Vous avez vu comme ils sont affinés. Ça, c'est là, on est au top de la forme. L'équipe s'est préparée. J'ai quelques infos de l'intérieur parce que j'ai quelques connexions. Et c'est vrai que
Là, si on bat les Sud-Africains, je pense qu'on peut se retrouver en finale. Et après, que ce soit les Irlandais ou les All Blacks, ça sera un sacré morceau aussi. Mais le facteur X, c'est aussi l'enthousiasme du public. Et puis, on en a tellement besoin en France. Mais je pense que oui, qu'on n'a jamais eu autant de chance d'être champion du monde. On va croiser les doigts. Voilà. Bon, on se retrouve là-haut. Je vous remercie infiniment pour votre attention. La technique à l'étage pour la vidéo. On se retrouve pour un autre grand entretien le 5 décembre avec Véronique Sanders du château Aubailly. Donc vous découvrirez Véronique, c'est formidable. Merci à vous et bonne soirée.